Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un concept absolument fascinant, le critère de richesse inclusive. En fait, c'est un outil mathématique qui vient de l'analyse macroéconomique et qui est conçu pour être 100% objectif. Son but, nous dire exactement à quel moment un gouvernement devrait intervenir dans l'économie et, peut-être encore plus important, à quel moment il devrait se retenir de le faire. On laisse la politique et les partis pris au vestiaire. Là, on ne parle que de données froides, de bilan comptable et de logique pure pour vraiment comprendre le rôle de l'État. Allez, c'est parti. Alors, entrons dans le vif du sujet. On remarque souvent un truc assez paradoxal quand on regarde les données. Structurellement parlant, peu importe le pays, les dépenses publiques agissent un peu comme un frein sur l'activité économique globale. Et honnêtement, notre premier réflexe, c'est de se dire un frein, c'est forcément une mauvaise chose. Mais attendez une seconde. Sur n'importe quel véhicule, un frein, c'est un outil absolument vital. Enfin, à condition qu'il soit utilisé au bon endroit et au bon moment. La vraie question devient alors, vers quoi exactement ce frein économique devrait-il être dirigé? Et c'est là que cette citation, tirée directement de nos sources, vient complètement renverser la table. C'est vraiment un changement de perspective radical. Si on accepte l'idée que le gouvernement ralentit naturellement l'économie, eh bien la politique publique ne consiste plus à essayer de réduire l'État à sa taille minimale coûte que coûte. Non, ça devient une question de ciblage. L'idée, ce n'est plus de tout freiner aveuglément, mais de cibler très précisément ce qui détruit notre société sur le long terme. C'est la fonctionnalité principale, pas un bug du système. Pendant des décennies, on a vu le débat public s'enliser sur une question souvent paralysante et franchement assez abstraite. Le gouvernement doit-il être grand ou petit? Notre analyse propose de jeter cette vieille dispute à la poubelle et de la remplacer par une question beaucoup plus concrète. Au lieu de se battre sur la taille idéale de l'État, on devrait plutôt lister les dommages spécifiques qu'il est crucial de stopper. On parle de choses réelles, comme la pollution de nos rivières, la surpêche ou l'accumulation de risques financiers qui menacent tout le système. Mais bon, pour savoir quoi ralentir exactement, il faut déjà savoir ce qu'on essaie de protéger. C'est logique. Et c'est là qu'intervient une notion vraiment géniale, le registre de la richesse inclusive. En clair, il faut qu'on lâche notre obsession collective pour le produit intérieur brut, le fameux PIB. Pourquoi ? Parce que le PIB, c'est complètement aveugle. Imaginez, quelqu'un brise une vitrine, on paye un artisan pour la réparer, et hop, le PIB augmente. Il peut grimper en flèche juste en épuisant nos ressources naturelles ou via des activités destructrices, sans que notre société ne s'enrichisse d'un seul centime en réalité. Donc le point crucial à retenir, c'est que cette richesse inclusive n'est pas juste un concept philosophique, c'est une méthode comptable extrêmement rigoureuse. C'est un prisme objectif pour évaluer la richesse réelle de la société tout entière. Plutôt que d'additionner bêtement les transactions monétaires de l'année, on calcule la valeur de tous les capitaux productifs que l'on possède. Et on leur attribue ce qu'on appelle un prix virtuel, ou shadow price en anglais. Ce prix reflète leur véritable coût pour la société, même quand ces éléments n'ont pas de petite étiquette de prix dans les rayons d'un supermarché. Pour bien comprendre, imaginez une immense balance avec 5 plateaux distincts. Le premier, c'est le capital produit, donc tout ce qu'on construit, les routes, les usines, les machines. Ensuite, le capital humain, qui représente la santé et les compétences de la population. Puis, le capital naturel, c'est-à-dire nos écosystèmes, l'air pur, les forêts. Le capital savoir rassemble toute notre recherche scientifique et nos innovations. Et enfin, le capital institutionnel qui mesure la solidité de nos lois et de notre justice. La vraie richesse, c'est d'observer ces 5 éléments en même temps. Parce que détruire l'un pour gonfler l'autre, ce n'est tout simplement pas de la croissance. Bon, maintenant qu'on a notre tableau de bord de la vraie richesse bien défini, comment on décide de déclencher ce fameux frein gouvernemental ? Nos sources formulent une règle géniale, directement applicable sur le terrain et totalement imperméable au débat politisé. C'est ce qu'on appelle la matrice du consentement. Voyez ça comme un test mathématique et social ultra précis pour filtrer nos décisions. Et franchement, ce petit tableau croisé illustre brillamment toute la logique du modèle. On y croise 2 critères, est-ce que la richesse globale monte ou descend, et est-ce que toutes les personnes touchées ont donné leur accord? La conclusion est frappante. Sur les 4 scénarios possibles, 3 d'entre eux exigent que l'État ne fasse absolument rien. Si des adultes consentants prennent de mauvaises décisions et détruisent leur propre richesse, c'est leur problème. S'ils s'enrichissent mutuellement d'un commun accord, c'est parfait. L'enseignement clé ici, c'est que l'inaction est la règle par défaut. Ce qui nous amène au point névralgique. Il y a une seule et unique justification mathématique pour qu'un gouvernement intervienne. C'est quand une activité réduit la richesse inclusive globale de la société et qu'elle impose cette destruction à des personnes qui n'ont jamais rien demandé, des non-consentants. Ça, c'est la ligne rouge absolue. C'est littéralement le seul moment où le système justifie qu'on appuie fort sur la pédale de frein.
Alors décortiquons un peu ce test parce qu'il est très exigeant et il permet d'éliminer les mauvaises lois à une vitesse folle. Étape 1. Y a-t-il de vraies victimes non consentantes? Étape 2. Quand on regarde nos 100 capitaux, est-ce que le bilan global baisse vraiment pour ces victimes? Et l'étape 3, c'est ma préférée car elle est ultra pragmatique. Appliquer un frein, ça coûte de l'argent à l'État, ça crée de la paperasse, parfois de la corruption. Ce coût est-il strictement inférieur aux dégâts causés par l'activité qu'on veut stopper? Si le remède coûte plus cher que la maladie, eh bien on ne touche pas au frein. Bon, la théorie, c'est toujours beau sur le papier. Mais rien ne vaut un bon vieux crash test dans le monde réel. Préparons-nous à appliquer cette grille de lecture fascinante à 2 cas d'école complètement opposés. D'un côté, on va regarder une subvention à l'industrie du charbon. De l'autre, une bourse de recherche scientifique financée par l'État. Voyons ce que notre registre de richesse inclusive nous révèle. Ce qui est passionnant ici, c'est le contraste dès qu'on dévoile les coûts invisibles. Une subvention au charbon, à première vue, ça a l'air de booster le capital produit en offrant une énergie bon marché. Mais passer ça au filtre de la richesse inclusive, et c'est un massacre. Ça détruit le capital naturel avec la pollution, ça bousille le capital humain en rendant malades des populations voisines qui n'ont rien demandé à personne, et le lobbying de cette industrie finit par éroder le capital institutionnel. Le calcul est sans appel, on détruit beaucoup plus de richesses qu'on en crée, et tout ça sur le dos d'innocents. Verdict mathématique direct, il faut freiner ça. Voyons maintenant comment ça s'articule dans l'autre sens, avec la bourse scientifique. Là, on fait exploser le capital savoir en produisant de nouvelles données, et on enrichit le capital humain en formant des chercheurs brillants. Est-ce qu'on force la main à quelqu'un? Non, car le financement provient de l'impôt, qui est encadré par des règles constitutionnelles strictes et consenties. Quand on met tout ça sur notre balance géante, on observe un gain de richesse net sur toute la ligne. Le verdict est super clair. Surtout, on ne freine pas ça. Si on tire les conclusions logiques de tout ce modèle, eh bien, ça nous impose un changement de paradigme monumental sur la façon dont nos sociétés se financent. L'idée de génie, c'est que l'État devrait exclusivement taxer l'épuisement de nos capitaux et les externalités négatives. En gros, on taxe les émissions de carbone, l'extraction des ressources rares ou les banques qui prennent des risques financiers délirants. Et en parallèle, on arrête purement et simplement de taxer ce qui crée de l'abondance. Fini de freiner les revenus du travail, les profits liés à une vraie innovation compétitive ou les investissements productifs. Et on termine sur cette réflexion qui résume finalement toute notre explication d'aujourd'hui. Quand on prend le temps d'observer nos structures économiques à travers la lentille des 5 capitaux et de cette fameuse matrice du consentement, ça donne presque le vertige. Posez-vous la question, nos lois et nos impôts actuels agissent-ils vraiment pour freiner la destruction de notre richesse globale? Ou bien, un peu par accident, passent-ils leur temps à freiner le travail, l'innovation et la création de valeur? C'est une grille de lecture incroyable pour évaluer par nous-mêmes l'efficacité du système dans lequel on vit. C'est tout pour ce décryptage, on espère que ça vous a donné matière à réfléchir et à très vite pour de nouvelles explorations factuelles.